Le live action de One Piece est enfin là. Et même si au début j'étais pas super emballé par l'idée, je me suis empressé de fumer la série comme un gros sac en seulement quelques jours. La série est un carton, totalisant plus de 18,5 millions de vues la première semaine, dépassant le lancement de Mercredi Adams et Stranger Things. Alors on pense qu'on veut de l'adaptation, j'ai trouvé que globalement il y avait du bon mais aussi du moins bon, et il y a surtout tout un tas d'easter eggs et de références cachées à la série principale ou autre. Et je me suis fait un plaisir de vous décortiquer tout ça parce qu'en même temps le cinéma c'est mon métier et surtout parce que je suis un gros nerd. Crève de chaud ici là. Ouh, j'enlève. Alors posez-vous confortablement et on est parti pour les références cachées et easter eggs de la série live action One Piece. Alors on va faire ça dans l'ordre chronologique parce que j'ai trouvé plein de trucs. On commence avec la scène d'introduction du premier épisode qui nous montre l'exécution du roi des pirates Goldie Roger. Et on peut apercevoir pas mal de visages connus dans la foule. On peut y voir Shanks et le colonel Smoker enfant, Mihawk jeune avec un dégradé de zinzin, mais aussi une mystérieuse silhouette verte encapuchonnée qui n'est nul autre que Monkey D. Dragon, le père de Luffy et chef des révolutionnaires. On peut également voir cette mystérieuse jeune femme, mais ça on y reviendra à la fin de la vidéo. Pendant cette scène, on peut également voir le Jolly Roger du roi des pirates sur le dos de son costume, mais aussi son navire, le fameux Oro Jackson qui est amarré sur le port à côté du peloton d'exécution. On va accélérer un peu dans le temps pour aller voir du côté du premier flashback de Luffy et Shanks. Donc là, Shanks vient de recoudre Luffy parce qu'il s'est ouvert la joue comme un teubé, et lorsqu'il lui parle, tendez bien l'oreille sur la musique de fond. Vous l'avez reconnu, il s'agit bel et bien de la mélodie du bon rhum de Binks qu'on a découvert pour la première fois dans l'animé à l'arc Thriller Bark. Je m'en vais de bon matin, livrer le bon rhum de Binks. Les vagues dansent et je chevauche les flots au gré du vent. J'adore cette musique et je suis vraiment content qu'ils aient réussi à lui trouver une place dans la série. On peut flex ou... On peut d'ailleurs entendre une autre référence musicale de l'animé dans l'épisode 4 de la série, où on peut entendre le thème du premier opening de l'animé de One Piece qui s'appelle We Are, au moment où Luffy et son équipage embarquent sur le Going Merry. Passons maintenant à la scène d'introduction de Zoro. Le bouc est en train d'allumer des bougies dans un décor vraiment très bien fait, quand soudain on nous révèle qu'il est pris en filature par Mr. Seven du Barak Works. Il lui propose de rejoindre leur rang, Zoro refuse, le méchant lui dit que s'il les rejoint il serait invincible, une scène de western spaghetti classique, Zoro est pas très content et ça fait cling boom slash, Zoro tue Mr. Seven en prenant la pose de son coup spécial le onigiri et toute la salle de l'avant-première hurle parce qu'il est trop badass et trop beau. La première fois que j'ai vu ça dans la série, je me suis dit quoi? Mais c'est pas dans le manga ça! Et pourquoi ils parlent du Baroque Works maintenant alors que dans l'animé et le manga ils en parlent au moins 100 chapitres plus tard? Et surtout pourquoi Mr. Seven il ressemble à Apple D.A.D. des Black Eyed Peas? Et là je dois m'avouer vaincu et dire bravo à l'adaptation. Cette scène que vous voyez est une exclusivité totale d'un événement qui a réellement eu lieu dans le manga et l'animé. Je vous explique. Durant l'arc Alabasta, Zoro croise Miss Doublefinger et Mr. One, deux employés du Baroque Works. Le ton monte et Miss Doublefinger dit ceci à Zoro. Donc cet événement qu'on voit dans la live action est canon au manga, et je trouve ça vraiment cool. Pareil pour l'apparence de Mr. Seven, qui elle aussi a le droit à une explication. En gros, Eiichiro Oda a décidé de montrer le moins possible son visage dans la vraie vie. Et pendant les moments de questions-réponses intitulés SBS, qui servent d'interlude entre les chapitres du manga, Eiichiro Oda s'est personnifié à travers des doodles, des petites illustrations souvent dessinées rapidement, dont l'une d'entre elles ressemble à ça. Vous l'avez? On continue vers le milieu de l'épisode quand Kobe et Luffy approchent d'un panneau et il y a placardé plein d'avis de recherche. Si on regarde bien, on peut y apercevoir les avis de recherche de Bellamy la hyène, Foxy le renard argenté ou encore Cavendish le toutou, des personnages bien connus de l'anime et du manga. Donc, dans l'épisode 2, dans la foulée on a l'apparition de Morge, qui est un des bras droits de Baggy. Alors ce qui est très drôle, c'est que Baggy à un moment lui demande Where, oh where, was the dancing lion? Qui fait bien évidemment référence à Richie, le lion de Morge qui fait aussi partie de l'équipage de Baggy dans le manga. Pendant l'incroyable apparition de Baggy, on peut l'entendre dire Buggy, the genius jester. Baggy the Genius Jester, qui est le nom qu'on lui donne dans le manga à chaque fois qu'il accède à un nouveau grade de la piraterie. On peut également y voir le fameux Kabaji, bras gauche et épéiste de Baggy, qui dans la série veut absolument régler ses comptes avec Zoro, responsable de la traque et du meurtre de son frère sur l'île de Goa. Et le royaume de Goa, on connaît ça, puisqu'il s'agit du royaume d'où sont originaires Ace, Sabo et Luffy. Vous savez, c'est l'île qu'on voit là dans le flashback de la jeunesse de Luffy, où on peut y voir les dragons célestes, Dadan ou même le village de Fuchsia. Mais surtout, vu que dans le manga, Kabaji a pas de frère, moi ça m'a hypé de fou. Je
suis dit, waouh, mais si ça se trouve, Kabaji, en fait, c'est le frère d'un personnage super important du manga. Et s'il est originaire de Goa, c'est peut-être qu'il connaît Luffy et Ace. C'est peut-être même pour ça que quand il le voit sur son bateau à Alabasta, il est super pote avec lui. Oh là là, mais cette adaptation nous donne tellement d'exclusivité sur le manga. Et en fait, j'ai cherché, mais j'ai rien trouvé du tout. Si ce n'est que l'île de Goa est inspirée d'un état du sud-ouest de l'Inde qui porte le même nom, et que justement en hindi, Kabaji, ça veut dire constipation. J'ai aucune idée de pourquoi ils ont fait ça. Ensuite, lorsque Baggy se fait neutraliser par Luffy et son équipage, qui enferment les parties de son corps dans des coffres, il ne reste que sa tête, ses pieds et ses mains, qui sont une référence évidente au Little Baggy, qu'on peut voir apparaître dans la mini-aventure qui lui est dédiée dans le manga. Ce qui, adapté en live action, est plutôt dégueulasse. Le mec a quand même sa tête décapitée sur ses mains et ses pieds coupés. À la fin de cet épisode, à côté du maire de la ville d'Orange, celle-là, on peut y voir Chouchou. Vous savez, c'est le petit chien trop mignon de l'animé qui revient se battre contre l'équipage de Baggy chaque jour jusqu'à ce que Luffy vienne libérer le village. Oh, le petit toutou, on en a rien à foutre, d'accord ? Mettez-nous Chopper en 3D là, j'ai vu plein de splash art qui étaient super cool. Et avant de finir sur cet épisode, je voudrais parler de quelque chose d'intéressant. On soit bien d'accord, je trouve que le personnage de Baggy est génial dans cette adaptation. Et pour cause, son acteur, Jeff Ward, y est pour beaucoup. En plus de plutôt bien incarner le personnage de l'œuvre originale, Monsieur Lanterne nous livre une performance d'acteur que je trouve grandiose. Et je suis persuadé que cet acteur n'a pas été choisi au hasard. Jeff Ward s'est en partie fait connaître grâce à la série Marvel, Les Agents du Shield, série qui a été écrite en partie par Matt Owens, qui est un des réalisateurs du live action. Et il y a plein de choix d'acteurs que je trouve très cohérents dans la série. On a par exemple Vincent Regan, l'acteur de Garp, qui est souvent habitué à jouer des rôles de vice-commandant des armées, comme Eudor dans le film 3 ou le capitaine de l'armée de Léonidas dans 300. On a Makenyu, l'acteur de Zoro, qui a joué dans tout un tas de live-action, notamment dans toute la saga des adaptations live de Kenshin, où il incarne Yukishiro Elnishi, l'un des antagonistes de l'œuvre qui est aussi un sabreur. Ou même Taz Skyler, l'acteur de Sanji, qui s'est fait connaître via le film Boiling Point, un film qui parle de cuisine et où il joue un jeune commis. On va passer rapidement sur l'épisode 3 et 4 où j'ai trouvé un peu moins de détails cachés. On commence par Usopp, qui offre à Kaya une grosse perle qu'il dit avoir récupérée en échappant à un poisson rouge géant. Un mensonge qu'il lui dit déjà dans le manga et qui se réalisera bel et bien dans le chapitre 104 à l'arc Little Garden où Luffy et son équipage tombent sur un poisson rouge géant. Ensuite on a Zoro qui dit ça à Kuro. Have we met before? You look familiar. Highly doubtful, sir. Funky bar. Mirror Ball Island. Une île qui existe dans les mangas et qui nous est présentée comme le paradis de la danse disco dans la mini-aventure du personnage de Django. Ici on a la scène du meurtre de Mary, qui a une mise en scène qui rappelle beaucoup celle des meurtres de Freddy Krueger dans la saga des Griffes de la Nuit. D'ailleurs j'ai pas compris pourquoi est-ce que dans le live action ils ont tué Mary, parce que dans le manga il reste bien vivant après le combat avec Kuro. C'est même lui qui offre le Vogue Mary à l'équipage. En tout cas ce qui est sûr c'est que Kuro en le tuant il a dû se faire de la corne aux mains. De la corne. Parce que c'est un mouton. Pendant le magnifique flashback entre Zoro et Kuina, on voit Kuina prononcer son nom entier qui est Shimotsuki Kuina. La famille des Shimotsuki étant le nom d'une famille de lignée de samouraïs hors pair originaire du pays de Wano Kuni, le pays des samouraïs dans le manga. Et ce qui est fou, c'est que l'information du nom de famille de Kuina dans le live action, techniquement elle est inédite au manga, parce que son arbre généalogique était prévu d'être révélé dans le question-réponse du tome 105 de One Piece, censé sortir en Europe en fin septembre 2023. À la fin de ce flashback, on peut voir Zoro qui sort du puits dans lequel il avait été lancé par les sbires de Kuro, et on peut apercevoir le personnage de Pandaman caché juste derrière lui dans la brume. Pour ceux qui ne connaissent pas, Pandaman c'est un personnage caché de l'univers de One Piece, que Oda dessine de manière discrète sur certaines cases. Pandaman en gros c'est un peu le Où est Charlie de One Piece. Et je trouve ça vraiment drôle qu'il l'ait placé dans une scène au pif comme ça en arrière-plan dans la série. Pour finir, lorsque Luffy affronte Kuro, celui-ci l'entaille au torse avec une forme de croix. Un petit clin d'œil à la cicatrice de la même forme qu'aura Luffy dans le manga après l'ellipse des 2 ans. Maintenant on se retrouve sur le Baratier pour parler des épisodes 5 et 6. D'ailleurs ça me fait rire qu'il l'appelle Baratier en anglais parce que moi je l'ai toujours prononcé Barassi, alors qu'un Barassi en vrai c'est ça. Et sur ces épisodes on en a un paquet de détails cachés, alors accrochez-vous. Juste avant d'arriver sur le fameux bateau-restaurant, on a l'iconique scène de Garp qui bombarde à main nue le bateau de Luffy avec des boulets de canon. Et cette scène du live action est un mix de 2 scènes du manga. La scène originale se passe après les événements d'Enies Lobby, seulement déjà Garp il est à terre et non sur son bateau, et en plus Luffy il arrête pas du tout le boulet de canon de la même manière à ce moment-là de l'animé. Quand il se gonfle là pour envoyer le boulet de canon comme dans la série live action, bah ça en fait c'est à l'arc Baggy où il utilise cette stratégie pour détruire son énorme canon en lui renvoyant son propre tir. Pendant la scène d'introduction de Sanji, on le voit cuisiner un plat à base de poisson qu'il présente à Zeph comme étant le thon éléphant, qui est un poisson originaire de South Blue que Sanji achète à Sapin à l'arc Lockdown dans le manga. Juste après dans le restaurant, on peut voir Sanji mettre KO 2 personnages qui se disputent à table. Celui avec les cheveux roses et les points américains c'est le marine Full Body, et l'autre personnage au chapeau avec la lune c'est Gali. Gali qui est le capitaine de l'équipage du Croissant de Lune qu'on voit apparaître au Baratier dans le chapitre 902 du manga. On a maintenant la scène d'apparition de Mio qui est une masterclass. Le gars il est seul sur la plage face à toute l'armada de Don Krieg qui l'étale sec avec
avec son sabre. Salut Pearl et bonne nuit à toi. Et d'ailleurs, je trouve ça super dommage que le personnage de Don Krieg soit pas du tout exploité dans le live action. Dans l'œuvre d'origine, Don Krieg c'est un des antagonistes les plus badass du début de l'aventure, et surtout le vilain principal de l'arc Baratie avec Sanji. Et même si on peut voir Jin qui apparaît 2 secondes au resto là où Sanji lui fait à manger, je trouve qu'ils ont pas respecté Krieg et son armada sur ce coup-là. D'ailleurs, petit fun fact sur Don Krieg, dans le live action, il est interprété par l'acteur Milton Shore qui a fait ses débuts dans la série de 2014 Black Sail, une série qui parle aussi de pirates. Au même titre que Rory Acton Burnell, l'acteur du capitaine Nezumi, qui a aussi joué dans cette série. Bon, peu de temps après le fameux combat Zoro et Mio que je trouve très bien adapté, Nami lit un conte parlant de Norland le Menteur, un personnage qu'on connaît très bien dans le manga et qui raconte l'histoire d'une cité d'or perdue se trouvant sur l'île de Jaya. L'île de Jaya qui dans le manga existe aussi bel et bien et que Zeph évoque à Garp pendant leur entretien de l'épisode 6. Le dernier sanglier survivant à Jaya. J'ai affronté ce cochon sauvage 2 jours entiers. Je l'ai grillé à même les flammes. Sachant que ce dernier ne fait pas les choses à moitié, puisqu'à la fin de la série, on peut voir la recette pour cuisiner ce sanglier à côté de l'avis de recherche de Luffy. On va passer au flashback de Sanji où on peut le voir affamé et bloqué sur un rocher. Au bout de quelques jours, on voit qu'il se prend une tempête sur la tronche et la mise en scène se fout majestueusement de sa gueule en montrant une conserve où il est inscrit dessus pigeon arrosé. On rappelle que dans la liste des nationalités de la vraie vie que Oda a donné à ses personnages, Sanji Vin Smoke, littéralement pinard clope, est français. Et par conséquence, France pigeon, pigeon Sanji, français côte-côte, le métro qui sent le pipi. Mais le pigeon arrosé est aussi un aliment cité dans le spin-off de Sanji qui parle de cuisine. C'est une œuvre qui est sortie pour le moment qu'au Japon, mais qui devrait pas tarder à sortir en Europe, et qui a même été dessinée par le mec qui a fait Food Wars. Et c'est fou, parce que des références sur le branding dans ce live action, il y en a des caisses. Je vais vous en citer quelques-unes en rafale, vous allez voir, c'est une dinguerie. On a Zeph qui sert du vin à Garp, qui s'appelle le Miko. C'est un millésime rare de Miko. Qui fait une référence à l'île de Miko, une île de North Blue, et qui produirait un vin incroyable. Au tout début de la série, Luffy se cache dans un tonneau car son bateau coule, et sur ce tonneau, on peut élire Jihoru Fish Stocking, Jihoru étant le poissonnier de l'île natale de Luffy. À la fin de l'épisode 8, quand les chapeaux de paille célèbrent la victoire contre Arlong, quelqu'un sert un verre d'alcool appelé Tangerine Wine, qui est un alcool des mandarines de la ville natale de Nami. Regardez, il y a même son tatouage sur le logo. Ou même, vous vous rappelez de la recette de sanglier de Zeph qu'on a vu tout à l'heure? Juste à côté, il y a une autre recette qui est celle du Tomahawk Spin-Sea Lobster, un animal qui est encore évoqué dans le spin-off sur Sanji et qui figure même sur l'illustration de la couverture du livre. Hop, là le homard il a des haches sur les pinces, hop là il a les mêmes pinces sur la couverture, et il y en a encore plein d'autres. D'ailleurs, petit conseil d'accessoiriste, regardez bien tous les objets montrés en gros plan dans les séries dans le genre. C'est souvent là que la mise en scène ou l'équipe déco se débrouille pour cacher des petits clins d'œil ou des références à quelque chose. On va passer très rapidement sur les 2 derniers épisodes parce qu'après il faut que je vous parle de 2 théories qui sont incroyables. Donc dans l'épisode 7, on a la tête de Baggy qui jure quelque chose à Zoro en utilisant l'expression croix de bois, croix de fer, ce qui est plutôt bâtard quand on y pense, quand on sait que Zoro a d'abord été tendu sur une croix de bois par le capitaine Morgan, puis quasiment tranché en 2 par le sabre gigantesque de Mio qui est en forme de crucifix. Et dans l'épisode 8, on peut remarquer pendant la scène de fin que sur le journal que tient Keiya, il est écrit que l'armée révolutionnaire était passée à l'offensive à Villa. Et on peut retrouver cette information sur ce dialogue du manga où Nami lit le journal en disant qu'il y a encore eu un coup d'état dans la ville du même nom que l'article du live action. On va passer maintenant à 2 théories que nous soumet la série, donc à partir de là on va spoiler un peu. Donc si vous n'êtes pas à jour dans le manga ou l'anime One Piece se retrouve à ce timecode. Les autres, asseyez-vous, popcorn, on y va. On va revenir sur cette mystérieuse jeune femme de la scène d'introduction. Dans la culture populaire de One Piece court une grande théorie sur le personnage de Crocodile. Et cette jeune femme pourrait en effet bien être Crocodile. Je vous explique ça rapide. Crocodile est l'un des premiers gros antagonistes de Luffy. Lorsque celui-ci le bat à Alabasta, il nous faudra attendre une centaine de chapitres avant de le revoir dans un de mes arcs préférés de l'œuvre, Impel Down. À Impel Down, Crocodile, qui croupit dans sa cellule, est libéré par Luffy. Au cours de leur galère, ils vont tomber sur un personnage intitulé Emporio Ivankov, et ce dernier possède le pouvoir du fruit du démon des hormones. Un fruit du démon qui lui permet par exemple de changer le genre de quelqu'un en le plantant avec ses griffes. Et c'est à cause de ce dialogue... Pas la peine de t'inquiéter. S'il essaie de nous trahir ou de nous faire une crasse, j'ai de quoi le faire chanter. T'avises pas d'essayer de nous entuber si tu veux pas que je révèle ton petit secret. Que la théorie de Crocodile est une femme est née. Après, il y en a aussi du coup qui pensent que c'est la mère de Luffy. Non mais ça c'est complètement con. Pour en revenir à la scène d'intro du live action, quand on compare celle du live action à celle de l'animé, on se rend vite compte via le cadrage des 2 scènes que ce personnage est Crocodile. Je pense qu'il y a de fortes chances que ça soit le cas. Regardez, il y a tout. Les boucles d'oreilles dorées, les cheveux noirs tirés en arrière. Le plus drôle c'est que cette théorie elle a presque été confirmée par erreur dans une interview entre Emily Rudd, l'actrice de Nami, et l'acteur de Luffy. So I know a few. Mihawk, Crocodile, well, that's right, Crocodile. Bon, même si là leur jeu d'acteur sur le fait d'avoir potentiellement leaké l'information est aussi subtil qu'un marteau-piqueur sur Red Bull, je trouve ça super intéressant que Eiichiro Oda ait voulu mettre du lien entre les mystères actuels du manga et ceux du live action. Ça en est fini sur cette théorie et maintenant on va passer à la deuxième qui est de loin ma préférée.
Donc, quand il est sur le baratier, Luffy se fait appeler à plusieurs moments Joe Boy par Zeph et Sanji. Je répète, ils ont appelé plusieurs fois Luffy Joe Boy. Ça peut pas être une coïncidence. Pour ceux qui n'auraient pas suivi ou oublié, on a appris il y a peu de temps dans l'œuvre que Luffy était la réincarnation de Joy Boy, un être énigmatique vivant il y a plus de 800 ans dans le siècle oublié. Ces faits ont été appuyés par la révélation de l'origine cachée du fruit du démon de Luffy, qui n'est en réalité pas le fruit du Gomu Gomu, mais bien le fruit du Nika Nika, transformant son utilisateur en Nika, le dieu du soleil, qui a le pouvoir de faire sourire tout le monde. Et pour en revenir au live action, alors je sais que Joe Boy de base c'est une expression anglaise pour désigner un débutant ou alors un larbin, il y a plein d'autres expressions pour dire larbin en anglais, comme par exemple Minion, Stooge ou Flunky, mais les scénaristes ont décidé de garder et d'utiliser l'expression Joe Boy. En plus de ça, l'épisode de l'anime qui contient toutes ces révélations sur Joy Boy est sorti le même mois que la sortie du live action. Et sachant que la série a été en grande partie supervisée par Oda, pour moi, je suis persuadé que c'est un clin d'œil de sa part aux gens qui suivent le manga et l'anime. Fin des théories. J'ai vraiment beaucoup aimé ce live action. Pourtant, c'était pas gagné. Le premier épisode m'avait absolument pas convaincu. Je pense que j'étais trop accroché à l'histoire de base et que ça m'empêchait de voir tous les efforts sur la mise en scène, les chorégraphies de combat et même le choix des acteurs. Alors oui, il y a des choses qui changent, oui, ils ont pas pu tout montrer, mais ça change pas le bon déroulement de l'histoire pour autant. Et je trouve que ça fait du bien que pour une fois, des gens qualifiés se soient cassés la tête pour rester fidèles à l'œuvre originale, tout en s'adaptant aux contraintes d'un live action et d'une adaptation. J'en veux pour preuve tous les détails cachés dont je viens de parler. Les scénaristes qui en auraient rien à foutre du manga ou de l'anime, ils se seraient pas donné la peine d'incorporer tout ça à la série. Après, je peux totalement comprendre qu'il y en a qui aient pas aimé, mais reconnaissez que c'est quand même plus travaillé et plus fidèle que toutes ces merdes. C'est la fin de cette vidéo, qui est la première que je fais sur cette chaîne YouTube. Merci à celles et ceux qui seront restés jusqu'au bout pour la voir. Je pense que c'est un format de vidéo que j'aimerais bien refaire à l'occasion, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, et même à me dire si vous avez trouvé d'autres détails cachés de la série. N'hésitez pas à vous abonner, je reviendrai bientôt. Car comme dit Gold Roger, chaque personne a un rôle crucial à jouer tôt ou tard. À la prochaine l'équipage.